Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce quatrième atelier en ligne consacré au développement psychosexuel de l'enfant et l'excision, proposé dans le cadre des stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc, moi, c'est Marianne Guéna et depuis mars, j'ai repris la coordination du réseau bruxellois. Et vous avez ma collègue Louise qui est en charge du réseau wallon. Donc voilà, dans TAM, nous profitons de l'occasion et du panel ici pour lancer l'appel à tous les professionnels de tous les différents secteurs de nous rejoindre au sein du réseau des stratégies concertées pour ceux et celles qui ne sont pas encore membres. Donc du coup, on vous accueillera avec plaisir. Et donc, pour continuer ce travail que nous menons depuis déjà plusieurs années. Et donc, ma collègue Louise va se charger de vous mettre les liens, justement, et les différentes adresses mail des stratégies concertées, aussi bien de Wallonie que de Bruxelles. Et comme ça, vous saurez où nous trouver. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du développement psychosexuel de l'enfant et l'excision. Et cet atelier, justement, s'inscrit dans le cycle des ateliers qui ont été lancés depuis décembre autour de l'enfant et de l'excision. Et donc, voilà, aujourd'hui, le premier, comme Fabienne a dit dans le... Alors, un petit rappel des consignes aussi pour que la séance se passe bien. Donc, justement, ce serait bien que tout le monde mette son micro sous silence. Et vu que nous sommes assez nombreux et nombreuses, pour poser une question, ce serait bien de le faire dans le chat. Et ma collègue Louise se chargera de les relayer aux intervenantes. Donc, comme j'ai dit, on s'inscrit dans le quatrième atelier en ligne. Et donc, les premiers tournaient autour de la question du suivi des filles et des adolescentes reconnues sur la question de l'excision. Ensuite, il y a également celui des règles, que se passe-t-il dans nos culottes, avec notamment la production de 2 carnets créés par les femmes et santé et la FCPPF, justement, pour les petites filles à partir de 9 ans et aussi pour les adultes. Et donc, dans la continuité de ce cycle. Et l'atelier de décembre, Louise, c'était avec... L'atelier décembre, c'était avec qui? Avec Joël Mouvet. D'accord, super. Et donc, aujourd'hui, on est dans la continuité de ce cycle et nous allons parler du développement psychosexuel de l'enfant et l'excision. Et l'objectif, justement, de cet atelier, c'est d'aborder, en fait, les différentes étapes du développement psychosexuel de l'enfant. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Annick Faniel, qui est sociologue et directrice d'ICERE, qui est le centre d'expertise et de ressources pour l'enfance. Donc, Annick est spécialisée justement sur les questions de la petite enfance et de l'adolescence. Et voilà, elle va nous apporter son expertise en fait sur les questions de parentalité, d'éducation. Donc, du coup, l'atelier se déroulera ainsi en 2 temps. Donc, un premier temps où Annick va faire une première présentation. Et à la suite de cette présentation-là, elle prendra quelques questions. Et par la suite, on laissera la parole à Samia Youssouf, qui est la responsable de l'antenne de Liège, de GAMS Belgique, et qui justement apportera son expertise dans les communautés africaines subsahariennes, justement sur comment le développement psychosexuel de l'enfant est perçu dans les communautés concernées par l'excision, mais aussi comment les femmes des diasporas africaines vivant en Belgique abordent cette thématique. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Annick pour sa présentation. Annick, c'est à toi. Merci beaucoup, Marianne, et merci au réseau des stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc, je suis vraiment ravie de participer à cette séance pour discuter et également partager avec vous, évidemment, des expériences et des questions par rapport au développement de psychosexuel de l'enfant. Donc, je vais vous présenter quand même à travers un PowerPoint, ça va m'aider à mieux structurer à la fois le CERE, donc où on travaille et où je travaille et dont je suis responsable. Ensuite, en effet, vous rappeler ou repartager avec vous des éléments qui nous paraissent essentiels par rapport au développement psychosexuel de l'enfant, puisque nous, en tant qu'êtres humains, naissons sexués et développons notre sexualité tout au long de la vie jusqu'à notre mort. Donc, revenir sur ces éléments essentiels. Revoir également avec vous ou repartager des impacts et les impacts réels qu'ont les mutilations sur le développement
d'un enfant et sur le développement de l'être humain par conséquent. Et puis, rappeler également que la sexualité s'inscrit dans un cadre culturel, s'apprend, se construit. Et donc là, ça me permettra de faire une transition aussi vers Samia, qui en parlera alors beaucoup plus concrètement et mieux que moi. Voilà. Donc, je vous partage mon PowerPoint. On ne se verra pas tout à fait, mais on se verra par la suite pour la discussion, pour justement pouvoir revoir avec vous les éléments qui nous paraissent super. essentiels. N'hésitez Et pas. oui, pendant que Annick partage son PowerPoint, juste une autre information. Donc, les ateliers qui sont déjà passés sont disponibles sur notre site Internet. Vous avez la possibilité, pour ceux et celles qui n'ont pas pu participer, de revisionner ces ateliers-là. Et également, aujourd'hui, cet atelier est également enregistré, donc il sera également publié sur notre site Internet. Comme ça, vous avez l'information. Annick, je te laisse. Merci Marianne. Et donc, c'est avec le sourire que je vous présente le CERE, donc en effet le Centre d'expertise et de ressources pour l'enfance, qui est situé à Bruxelles, qui est composé d'une équipe de 4 personnes assez dynamique, puisque à la fois nous proposons des études, des analyses, donc des textes, publications sur notre site, des formations aux professionnels de l'enfance et des rencontres également avec des parents à travers nos cafés serrés, également des discussions collectives, de réflexions collectives à propos de thématiques de l'éducation de l'enfant en général. Nous faisons également des accompagnements, des supervisions, des conseils notamment. Et donc, vous pouvez, n'hésitez pas à aller sur notre site, mais qui va se renouveler bientôt. D'une part, ça je tiens quand même à le dire. Et puis pour nous, enfants, c'est naissance et avant jusque 18 ans. Donc, c'est assez large au niveau du spectre. Alors, pourquoi moi, ici, du CERE, vous parle du développement psychosexuel? C'est parce que au sein du CERE, en tant que sociologue à la base, spécialiste au fur et à mesure d'expérience et de lecture et de documentation, spécialiste de l'enfance, je me suis beaucoup intéressée au développement global de l'enfant, à sa sexualité, et ce, dès le plus jeune âge, et notamment les questions des VRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, également dès le plus jeune âge. D'ailleurs, on a une étude qui préconise, qui montre bien, notamment une étude en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui montre bien l'importance de pouvoir aborder ces questions des VRAS dès le plus jeune âge, donc maternelle, mais voire même avant. Voilà, c'est une autre question, mais ça en fait partie quand même, puisque le développement nous montre à quel point ces questions sont importantes pour l'enfant, en fait, et pour son développement. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que la sexualité, bam, c'est un aspect central de l'être humain. Non seulement l'OMS le dit, donc l'Organisation mondiale de la santé, et à travers donc l'OMS le dit, mais nous verrons aussi que, alors je vais être un peu rébarbative quelque part, et pourtant il y a quand même des éléments qui restent importants de cette pyramide de Maslow que certains sûrement connaissent ici, qui montre combien la sexualité est un besoin essentiel, puisque c'est placé dans les besoins fondamentaux, donc vitaux de l'être humain. Alors, la sexualité donc, se développe, si vous voulez, à travers différentes dimensions. C'est pour ça que vous voyez ce schéma. Donc, ce sont toutes les composantes de la sexualité. Donc, traverse à la fois, je vous ai dit, c'est à la fois un apprentissage, un cadre culturel dans lequel elle va se développer, social, psychologique, sensuel, donc à travers les sens, à travers les sensations de notre corps et des perceptions de l'individu à travers l'affect, toute la relation affective, les relations et tout l'aspect cognitif évidemment que l'on va acquérir au fil des années, au fur et à mesure de notre expérience et de nos connaissances et du développement évidemment de notre cerveau. Donc, on voit en effet que la sexualité va intervenir à la fois
dans la construction de l'identité de l'être humain et donc de l'enfant, également dans la construction de sa personnalité et de ses relations aux autres. Donc, il y a énormément d'apports, énormément d'importance de la sexualité et du développement, de l'accompagnement d'ailleurs du développement sexuel de l'enfant. Donc, comme je vous le dis, l'enfant est un être sexué dès sa naissance, hein, quel que soit le type d'organe. Il a un organe, il a parfois plusieurs organes, donc bref, il naît en tout cas sexué et il va d'ailleurs s'y intéresser, on va y revenir, puisque l'enfant, à la base, tout être humain qui arrive au monde a besoin de comprendre son environnement, son monde, a besoin d'avoir des repères et surtout de savoir s'il est en danger ou pas. Et dans cette mesure, il va ouvrir ses sens le plus possible, observer énormément. C'est pour ça que les bébés nous fixent évidemment droit dans les yeux, être très attentif au toucher. D'ailleurs, le toucher à un tel, on l'a vu en période de confinement, a vraiment été un besoin également de l'être humain et de sa survie. Le toucher est vraiment important, le contact humain de la chair de notre peau notamment, et il va comprendre à travers la façon dont il est porté, à travers la façon dont il est regardé, s'il est en sécurité, qui prend soin de lui, et il va pouvoir développer des relations d'attachement. Il va aussi développer son ouïe le plus possible. Donc, vous voyez qu'on est là face à un être qui est sans filtre, qui va se développer à travers ses sens pour mieux comprendre son environnement. Et donc, ces sens, ces sensations, c'est aussi tout l'aspect biologique, tout l'aspect psychique et donc notamment ce que vont procurer le fait de toucher les organes génitaux, les zones érogènes aussi, d'une manière générale, comme on pourrait se toucher, certains petits ou même nous pouvons se toucher les oreilles ou bien le bras, se caresser. Ça revient au même, si vous voulez, au niveau des sensations qui vont alors procurer un apaisement et donc permettre à l'enfant notamment de retrouver un apaisement, de mieux s'endormir, etc., etc. Donc, dès sa naissance, dès qu'il est bébé et même in utero, l'enfant, le bébé, le fœtus a des sensations et notamment en lien avec sa sexualité prise de nouveau au sens large. Donc, la sexualité donc impliquée dans le développement de la personnalité, comme je l'ai dit, de l'identité et des besoins affectifs et sociaux qui vont marquer son développement. Donc, la façon dont on pourra expérimenter notre développement global et notamment à travers notre sexualité va nous permettre aussi de pouvoir développer notre socialisation, notre rapport aux autres dans une confiance et un respect. Donc, c'est tout ce qu'on peut apprendre par rapport au consentement, par rapport à des questions de respect des autres, par rapport au développement de son intimité, de savoir finalement ce qui nous appartient, le rapport à la distance, le rapport à vouloir être seul ou non. Donc, on va expérimenter tout ça, on va l'apprendre. Donc, l'enfant apprend. Il apprend les questions de genre, donc il apprend évidemment, je n'irai pas vers ça, mais c'est une forme d'apprentissage. Il apprend les émotions, il apprend à gérer ses émotions, puisque nous avons tous des émotions qui sont des signaux biologiques, donc on va de toute façon les développer, mais il est intéressant pour l'enfant de comprendre à un certain moment pourquoi il a telle émotion, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Eh bien, le développement de sa globale et donc à travers sa sexualité va aussi lui permettre de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, s'il aime être touché, pas touché, s'il aime les câlins, pas les câlins, s'il a envie d'être à l'aise pour aller à selle, puisque l'élimination est un besoin fondamental, etc., etc. Donc, c'est important parce que toutes ces expériences sont donc à la base des expériences de la socialisation de l'enfant.
Alors, ce qui est important aussi, c'est de rappeler simplement que chacun va développer sa sexualité à sa façon, de manière unique. Et donc, c'est tout le rapport au fait que nous sommes tous uniques, que nous allons avoir justement des expériences diverses dans notre vie qui seront liées aux sensations, qui seront liées au développement des hormones, qui seront liées à nos aspects sociaux et psychologiques, etc. Et donc, ça va nous permettre de développer notre sexualité, chacun et chacune, à notre façon, donc de manière unique. Et le développement donc, sexuel de l'enfant détermine en grande partie la sexualité des périodes adolescentes. Donc la façon dont il va vivre, et ça c'est déjà en lien avec l'excision notamment si c'est fait dès le plus jeune âge, hein, donc son développement sexuel va avoir, donc vécu petit, va avoir un impact important sur la façon dont il va développer sa sexualité à l'adolescence, c'est-à-dire quand il entre dans la sexualité et l'imaginaire adulte et les actes sexuels. Avant ça, on n'est pas là-dedans, d'accord? On pourra en parler, mais pas ici. Mais donc, il y a ce comportement et ces expériences sexuelles vont avoir un impact sur le développement futur. Et donc, quand je vous ai dit, on développe tout au long de sa vie, eh bien, ça commence dès la naissance et donc petit également. Et si on subit, et ça je vais y venir après, mais si on subit des chocs par rapport à sa sexualité ou d'autres choses, la maltraitance, toutes sortes d'agressions dans le cadre dans l'enfance, ça va avoir un impact évidemment sur la façon dont on va vivre les choses par la suite et notamment sur nos comportements sexuels, mais aussi le rapport aux autres, la confiance qu'on va pouvoir avoir en les autres. Donc, il va y avoir des impacts importants et des traumas, et ça, on y reviendra juste après. N'hésitez pas à faire part de vos questions dans le chat parce que c'est relayé après par Louise et Marianne. Donc, n'hésitez pas pour nos partages après. Et alors aussi, Louise et Marianne, n'hésitez pas à me dire il reste X minutes parce que je n'ai pas l'heure sous la main. Alors, maintenant, je reviens, je vous donne quelques éléments juste du développement, des étapes de développement qui peuvent être assez intéressantes à se rappeler ensemble. C'est que les comportements sexuels, donc, chez les enfants, sont d'abord motivés, je vous l'ai dit, par la curiosité. L'être humain veut savoir, il veut apprendre, il veut connaître. Même en tant qu'adulte, on continue à vouloir comprendre, à vouloir savoir d'où on vient, etc. Eh bien, l'enfant a exactement les mêmes questions, très, très rapidement aussi. Plus tôt il pourra le faire, plus tôt il le fera. Souvent, évidemment, ça va venir avec le langage. Mais donc, très vite, il va poser des questions. Et plus il est libre, plus il va en poser, et notamment par rapport à la sexualité, au développement de son organe génital qu'il va découvrir. Alors, on va le voir, on va dire 3 ans. Pourquoi? Parce on arrive dans un peu après donc l'apprentissage de la propreté. Donc là, enfin, dans nos pays, comme on a les couches, ce n'est pas le cas partout, mais nous, on a encore les couches. Donc, enfin, l'enfant a un accès direct. Il n'a plus les couches une fois qu'il acquiert la propreté. Et donc, Eureka, magie, on voit, on a un accès direct à son organe génital. Donc, ça va poser énormément de questions, ça va donner des sensations, ça va être sujet de découverte et donc de comparaison avec les autres pour savoir si les autres sont faits comme nous, etc. Donc, l'enfant est curieux. Un enfant en bonne santé, rappelons-nous, il est curieux. Il veut explorer par lui-même. C'est pour ça qu'il va notamment jouer énormément. Je vais y revenir après parce qu'il y a les fameux jeux sexuels qui parfois peuvent poser question. Il a besoin qu'on réponde à ces questions. Et là, on y reviendra parce que par rapport à l'excision, il n'est pas au courant généralement de ce qui lui arrive ou de ce qui va lui arriver. Et pourtant, il en a besoin. On a tous besoin. Je prends d'autres sujets tabous en dehors de la sexualité, c'est la mort. On pourra en parler également. On a un café serré d'ailleurs sur la mort, très très intéressant, où l'on voit que l'enfant a besoin de savoir, évidemment. Et il a une recherche
tout être humain, hein, on va boire un verre, on aime bien faire la fête, on aime bien se faire plaisir, on aime bien avoir des sensations parfois fortes, c'est normal. On est en recherche de plaisir et de sensations, ça fait partie de l'essence même de l'être humain. Donc l'enfant va les avoir aussi. Et l'enfant petit, hein, chaque fois vous pouvez penser que c'est dès qu'il est bébé. Donc, important à savoir, c'est que la façon dont l'enfant, à travers ses 5 sens, va vouloir comprendre et va essayer de comprendre son monde, son environnement, les personnes qui l'entourent, il va le faire beaucoup à travers le jeu. Le jeu n'est pas juste un jeu pour se divertir, pour s'amuser, mais bien également pour pouvoir comprendre, explorer, prendre du recul, revivre des situations, partager des situations avec d'autres pour voir un petit peu la façon dont ils réagissent, etc. Donc l'enfant va beaucoup, beaucoup jouer. Un enfant qui ne joue pas, donc un enfant qui est curieux est en bonne santé, un enfant qui ne joue pas est clairement est un enfant qui ne va pas bien. Alors, la situation de jeu, donc le faire semblant, elle est créatrice aussi, hein, ça permet de créer, elle est expressive et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un outil de compréhension et d'appréhension. Et donc, les jeux sexuels, c'est la même chose. Donc, un enfant qui, alors un sujet qui revient, donc un jeu qui souvent revient, c'est l'enfant qui peut mettre un doigt dans l'anus de l'autre et qui a 4 ans, par exemple. Ça peut être tout à fait logique et normal. Pourquoi? Parce que les enfants sont en recherche de sensations, de savoir ce que ça fait. Il y a tout le rapport aux orifices, surtout à ces âges-là, tous les trous de notre corps, que ce soit le nez, un lébi dans le nez, ça ne nous fait pas peur en tant qu'adultes, ça nous ennuie, mais ça ne nous fait pas peur. Mais tout ce qui concerne nos orifices sexuels, ça pose plus souvent de malaise, malheureusement, vis-à-vis des enfants. Mais donc les enfants, pour eux, un orifice, c'est un orifice. En plus, ils ont envie de savoir, parfois ça peut leur faire mal, donc ils veulent savoir aussi comment c'est chez les autres, etc. Donc ils vont faire des jeux qui peuvent nous paraître saugrenus, bizarres et parfois anormaux, alors que souvent c'est normal. Alors peut-être qu'on pourra en parler, ce n'est pas tout à fait le sujet ici, donc je vais m'arrêter là, mais sachez qu'il y a énormément de jeux, jouer au docteur, tout ça permet à l'enfant justement d'aller voir le corps de l'autre, de savoir comment il est fait, de savoir si son organe est identique ou pas, et donc de voir aussi qu'on est tous différents. C'est intéressant de voir, il peut poser la question, et je vais y venir par la suite justement, des questions par rapport à la façon dont les organes vont grandir. Ça, c'est vraiment en rapport à des croyances, par exemple, liées à l'excision, qui peuvent être intéressantes à se souvenir. Mais donc, on voit vraiment que c'est important, le jeu. Les jeux, c'est entre, évidemment, personnes consentantes. C'est pour ça qu'un enfant, si on lui met le doigt dans l'anus, mais qu'il n'est pas content, il faut à ce moment-là, évidemment, intervenir pour expliquer, en gros, pas que, évidemment, il y a le doigt dans l'anus, oui, enfin, c'est-à-dire ça reste évidemment un jeu, mais surtout si l'autre n'a pas envie, d'abord, c'est la règle 1, c'est qu'à ce moment-là, ce n'est plus un jeu. Hein. C'est un peu comme un qui veut prendre un joint avec un camion et l'autre pas. On va arrêter, il n'y aura pas de jeu. Donc, c'est le jeu, évidemment, comprend la réciprocité, comprend l'empathie, c'est dépourvu de caractère passionnel chez l'enfant. Donc, on n'est pas du tout par rapport aux jeux sexuels dans des jeux où il y a une intention sexuelle. Hein. On est plus toujours dans de l'ordre de l'exploration, savoir un peu ce que ça fait, mais pouvoir éprouver du plaisir. Tout à fait logique. D'accord ? Mais donc, le jeu est important et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui vont aussi, et aussi pour avoir ce plaisir, cette sensation et cet apaisement, vont évidemment se masturber, donc s'auto-stimuler, dit-on. Et là aussi, c'est
logique à l'être humain. Alors, on l'empêche un peu plus chez les filles parce que justement, il y a un historique culturel fort dans beaucoup de cultures, d'ailleurs même chez nous, et donc ça peut poser des questions. On le permet beaucoup plus chez le garçon, mais pour autant, moi je parle de l'être humain ici en général, autant pour les filles que pour les garçons. Nous aimons nous auto-stimuler. J'entends du bruit, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de rappels. Annick, si jamais il reste encore quelques minutes, une 5 grosses minutes, ça va? Parfait pour moi. Donc, avant Super. vraiment de reparler des chocs et des conséquences, j'aimerais juste vous rappeler que donc l'enfant vers entre 3 et 5 ans, donc l'entrée en maternelle pour lui, c'est l'entrée dans le collectif, avec cette notion du collectif beaucoup plus, et il va également avoir un accès à ses organes génitaux, et donc il va vouloir comprendre aussi, il va vouloir savoir, justement poser des questions, savoir si, s'il voit une diversité d'organes, que ce soit des adultes aussi, hein, de parents, de dessins, de photos, etc. Il va souvent poser les questions de savoir si ça va grandir, si il y aura des poils, comme chez les adultes ou certains adultes, s'il y en a qui n'ont pas de poils et pourquoi ils n'ont pas de poils. Donc, il va aller vers une compréhension parce qu'il va se demander si tout va grandir. Hein. Et donc, on voit à un certain moment, donc pour parler vraiment du clitoris, que évidemment que le clitoris qui est beaucoup à l'intérieur va grandir comme tous les organes et toutes les parties de notre corps pour s'arrêter une fois que nous sommes adultes, comme nos mains. On va parler de nos mains, eh bien on peut également parler des organes sexuels sans souci de la même façon. Alors, par rapport justement, et là, pour pouvoir quand même aborder cette thématique, c'est rappeler vraiment que, et pour aussi avoir énormément d'expertise par rapport à la maltraitance infantile au sein du CERE, on voit que tout enfant, et donc toute personne en fait, qui subit un choc, et l'excision, toute forme de mutilation, est un choc réel pour le corps et donc également pour le psychique et le psychologique, va engendrer des conséquences, ce qu'on appelle psychotraumatiques, c'est-à-dire des conséquences vraiment sur un développement, le rapport, notamment le rapport aux autres, la confiance en soi, donc toutes sortes, et je vais revenir quand même à la pyramide, où on voit tout finalement, tout qui s'écroule. Hein, et donc l'excision, ou toute forme d'ailleurs d'autres mutilations, font partie de ces actes qui vont avoir des impacts irréversibles et forts sur le développement d'une personne et donc d'un enfant. Même si, et là je reviens sur l'aspect de la sidération, même si l'enfant peut développer, comme une femme violée notamment, ou un enfant qui a connu des abus sexuels, peut entrer dans une période de sidération, c'est-à-dire qu'il va oublier, qu'il va scinder, qu'il va ne plus intégrer, donc il va dissocier, si vous voulez, cet acte de sa vie, mais il suffira d'un moment, d'un choc, d'un autre choc, d'un vécu, peut-être d'une feuille de papier, pour que ce traumatisme revienne à la surface, et donc ça ne part pas. On voit, et là on voit, alors je voulais juste vous signaler, il est donc su, et à travers des études, on sait que 100% des enfants développent des troubles traumatiques. Et donc, juste montrer que ça va avoir un impact sur tous les besoins de l'être humain et donc de l'enfant en question, à savoir, je vous rappelle, hein, c'est cette fameuse pyramide de Maslow, mais elle est intéressante pour montrer en quoi l'enfant, par ce choc, par ses actes sur lui, vont perdre la sécurité, donc le sentiment de sécurité. Il n'aura plus, hein, imaginez, il ne sait pas ce qui va lui arriver, ou même s'il le sait, imaginez la douleur, la violence que ces actes peuvent provoquer sur lui. Il va évidemment
ne plus se sentir en sécurité par la suite. Hein. Ce sera un viol, ce sera une agression profonde, hein, même voilà, qui ne pourra pas, qui va le mettre en situation d'une insécurité profonde, donc en difficulté de pouvoir continuer à développer des relations de couple. Il aura des difficultés justement dans ses besoins d'appartenance, il aura des difficultés dans ses besoins par rapport à son estime. On voit d'ailleurs qu'une des conséquences, c'est la dépression, hein, c'est le dénigrement de soi, etc. Alors, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir entamer des projets, pour pouvoir voir la vie du bon côté, ça va être extrêmement compliqué, beaucoup plus compliqué pour lui. Et ça va même, et là, je reviens aux besoins physiologiques, ça peut évidemment d'abord porter des conséquences physiques sur la santé, qui peuvent entraîner évidemment la mort, mais voir aussi que ça peut entraîner des difficultés pour l'élimination, pourtant ce sont des besoins fondamentaux, pour la sexualité, les actes sexuels, son développement, les caresses avec les autres, etc. Le pouvoir, enfin, les accouchements, la naissance, donc ça va avoir des conséquences fortes, difficiles. Voilà, qui sont vraiment à prendre en considération, qui sont à travailler, vous, en tant que professionnel, avec les parents et les enfants à ce niveau-là. Et puis, rappeler que donc, ça s'inscrit dans une culture et que cette culture, principalement par rapport aux questions d'excision, c'est une culture où le plaisir, puisque je parlais du plaisir, le plaisir humain, donc le plaisir de l'homme, va passer, hein, donc où je vais revenir un peu en arrière, le plaisir de la femme va être soumis au plaisir de l'homme. Et dans ce cadre-là, en fait, s'inscrivent les mutilations. Donc c'est Françoise Héritier qui en parlait. Donc simplement pour passer après la parole à Samia et pour pouvoir discuter justement de cet impact, hein, de l'apprentissage sur la sexualité des filles et des jeunes filles. Et donc, voilà, voir je vais m'arrêter là pour qu'on ait des échanges et pouvoir répondre à vos questions, mais c'est vraiment montrer combien c'est important de prendre en considération, même avec l'enfant, dès le plus jeune âge, dès même bébé, poser des mots sur ses sensations et donc sur sa sexualité en général, pour l'accompagner, qu'il puisse bien le vivre, parce qu'en effet, s'il y a excision, autre acte de mutilation, on voit alors que ça peut porter à conséquence et que ça peut vraiment altérer le développement global et psychosexuel épanouissant d'un être humain. Voilà. Merci Annick, hein. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous édifie beaucoup, hein, sur le développement psychosexuel de l'enfant, notamment des petites filles en lien avec l'excision. Et sans plus tarder, Louise, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou on fait un tour de table? Dans le chat, il n'y avait pas de questions écrites, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de mains levées, Okay. notamment Aïssatou, mais elle a baissé sa main, donc je ne sais pas si quelqu'un aimerait prendre la parole. Il y a un message de Frédéric qui demande si le temps le permet, est-ce que ce serait possible de revenir sur l'attitude à adopter lors des jeux sexuels chez les tout petits à la crèche. Voilà. Et alors, il y a quelqu'un qui demande aussi à quel âge peut-on parler de ce sujet à sa fille, par exemple, au niveau de la sexualité, j'imagine. Mm-hmm. Donc, pour répondre à cette question, on voit vraiment que le principe de base idéal, c'est de pouvoir partir des questions de l'enfant. Donc, ce sera souvent quand il entre dans le langage. Et je vous ai dit, plus il sera à l'aise, plus il posera des questions spontanément à son entourage. Alors, pour peu que la culture, puisqu'on parle de la culture générale, mais il y a aussi les cultures familiales, pour peu que la culture familiale fasse qu'on peut se balader nu dans la maison, qu'on se balade, etc., l'enfant, s'il voit des corps nus, va certainement poser des questions de savoir très vite, hein, déjà, il engage déjà 3 ans, hein, facilement, de savoir justement si
si son organe va grandir, voir même comment ça s'appelle. Il a évidemment toujours les petits mots, les petits noms, voir si il va aussi exprimer des choses. Il va parfois dire oh, il y a des poils, moi j'aime pas les poils, ou voilà, ou juste s'interroger. Donc l'enfant est avant tout curieux et spontané. Donc l'enfant, ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que l'enfant n'envisage pas la sexualité sous le même angle et la même vue que les adultes. C'est vraiment important. Il n'a pas d'intention d'acte sexuel, de rapport au fantasme sexuel tel que l'aura l'enfant à partir de l'adolescence. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle, qu'on admet l'EVRAS, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, à l'adolescence, donc en humanité, parce que on entre dans la sexualité adulte et donc on a toute une série de thématiques tout à fait logiques qui seront abordées. Mais par contre, pour les enfants, on va penser généralement que ça ne les concerne pas, alors qu'ils se posent des questions, énormément de questions, comme ils vont se poser des questions. Donc là, je reprends pour parler de manière juste, c'est que les interrogations sexuelles d'un enfant sont à l'origine de toutes les autres formes de curiosité. Et donc, comme il va être curieux de savoir pourquoi les pommes tombent de l'arbre ou tel animal braie ou je ne sais pas, ou pourquoi on a 5 doigts à une main, il va aussi se poser des questions sur ses sensations, sur ses orifices, voilà, sur sa poitrine aussi, hein, puisque les poitrines vont changer, etc., pour les jeunes filles. Et donc, tout ça va avoir une incidence. Et donc, partir de la question avec ces mots, évidemment, en s'adaptant à ce que lui peut connaître ou ce que lui a envie de savoir. Donc, évidemment que s'il demande comment on fait les bébés, ou est-ce que moi j'étais dans ton ventre? Ah ben oui, tu étais dans mon ventre. S'il voit par exemple une opération, hein, une cicatrice d'opération pour une césarienne, il va peut-être poser la question. Tout ça peut lui être expliqué, mais nous n'entrerons évidemment pas à 3 ou 4 ans dans tous les aspects scientifiques et tous les aspects, on va dire, plus médicaux qui ne vont pas l'intéresser. Mais ça lui permettra de savoir que l'enfant, par exemple, que le bébé sort par le vagin, hein, de pouvoir utiliser des mots, les mots qui sont corrects aussi. Hein, ça, c'est quelque chose sur lequel on appuie souvent au CERE, c'est pouvoir lui parler des mots comme la vulve, des mots qui ne sont malheureusement pas assez évoqués, mais qui sont pourtant du vocabulaire tout à fait en lien avec ce qui existe dans notre corps. Merci beaucoup, Annick. Il y a aussi une autre question de Sandrine qui demande, en dehors d'expliquer le développement sexuel de l'enfant comme tu l'as fait, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux professionnels pour rassurer et justement encourager les mères à laisser leur fille s'autostimuler, même si leur fille est excisée? C'est une question de Sandrine. Oui, parce que c'est vrai que ça peut, pas toujours, mais là je renvoie évidemment au GAMS parce que je ne suis pas spécialiste et je n'ai pas vécu de situation vraiment d'excision, mais ça, je sais pour les avoir entendus notamment que ça peut atténuer le plaisir, mais ça peut aussi surtout ne pas l'empêcher puisque notre clitoris est bien en grande partie interne. Donc on voit aujourd'hui même à travers à travers notamment les actes sexuels, qu'on n'a pas, comme Freud le disait, l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal, mais que c'est bien tout un ensemble qui interagit et qui produit un orgasme que l'on pourra appeler clitoridien si on veut, ou un ensemble. Mais donc tout ça pour dire que oui, permettre en fait s'autostimuler, ce plaisir de l'autostimulation, ce n'est de nouveau pas un plaisir lié à un acte sexuel avec un enfant qui va imaginer des choses, mais bien un plaisir comme vraiment, je reviens à ces sensations où on se caresse le bras
et où ça nous apaise. Certains enfants qui se caressent les cheveux, la tête, parce que un massage de la tête fait énormément de bien, par exemple. Et donc, c'est tout le rapport au toucher chez nous, êtres humains, qui est essentiel et qui nous permet de développer des hormones internes, comme les phéromones, qui vont nous apaiser. Et donc, il y a tout un aspect physiologique et biologique dans la caresse, en dehors de l'imaginaire sexuel, parce que les enfants ne sont pas dans cet imaginaire sexuel. Mais ils se feront du bien pour s'apaiser, en fait, pour se faire du bien, comme de nouveau, on peut se caresser, ou on peut faire un massage à un enfant, ou on peut se faire des massages entre adultes pour se faire du bien. C'est dans ce sens-là. Et donc, l'autostimulation, c'est dans ce sens-là. Voilà, si je peux essayer de répondre. Merci beaucoup, Annick. Il y a aussi des échanges dans le chat concernant comment réagir par rapport aux jeux sexuels des enfants consentis. Et alors, il y a une personne qui a justement proposé le système de drapeau que Garance peut apporter par rapport à ces réponses-là. Donc, s'il y a un membre de Garance qui voudrait peut-être expliquer ce système de drapeau, ou si toi, Annick, tu as quelque chose que tu pourrais aussi conseiller par rapport aux adultes, de comment, avec notre regard d'adulte, réagir par rapport à ces jeux sexuels justement chez les enfants. Oui. La première chose, juste que j'aimerais préciser, parce que nous avons des témoignages dans ce sens au sein de nos formations, ce qu'on appelle maltraitance, donc voir et recevoir la maltraitance, c'est de pouvoir observer, je pense là au bébé, de pouvoir observer pour les professionnels les parties génitales des enfants et de pouvoir contacter le GAMS. Voir, voilà, je pense que c'est souvent en tout cas ce qu'on préconise, de contacter le GAMS si on constate que les organes sont, je pense là évidemment à des actes comme l'excision, si on se dit tiens, il s'est passé quelque chose, l'organe n'est pas comme d'habitude au niveau des changes. Donc déjà, c'est pouvoir simplement conseiller, rappeler que le GAMS est là aussi pour répondre aux questions, pour pouvoir entamer des démarches, notamment auprès des parents ou notamment vis-à-vis de la justice, puisque chez nous, la loi interdit bien, évidemment, qu'il y ait des personnes excisées ou de l'excision, la pratique de l'excision. N'hésitez pas à me rappeler encore la question, mais par rapport donc aux attitudes à avoir, évidemment que plus on aura une attitude qui semblera effrayée, ça peut même être un haussement de sourcils, on est très vite, l'être humain est très vite mal à l'aise par rapport aux questions taboues de la sexualité. Plus l'enfant recevra ce type d'attitude, plus il considérera et comprendra la sexualité à travers les notions de bien et de mal. Et ça, c'est voilà, quelque chose qui peut être ennuyeux pour le développement de la sexualité de l'être humain, puisque la sexualité, donc la santé sexuelle et l'OMS, je rappelle toujours l'OMS et d'autres personnes aussi, et d'autres études montrent en quoi c'est un aspect central de notre développement. Et donc, si on entre dans des formes de honte, dans des sentiments d'interdiction, c'est comme pour les émotions qui sont genrées. On voit que pour être dans un cliché, mais qui permet d'illustrer, un homme, on dit qu'il parle peu, il ne peut pas pleurer quand il est garçon, il ne peut pas développer sa sensibilité à travers ses émotions. Et donc, c'est comme ça qu'il a parfois du mal à s'exprimer, alors que les jeunes filles ou les femmes pourront le faire plus aisément puisqu'elles peuvent pleurer, mais par contre, elles seront hystériques si elles se mettent en colère. Donc, toutes ces formes d'interdiction ne sont évidemment pas agréables ni intéressantes pour le développement épanouissant d'un être humain en général. Mais donc, essayer justement d'aller de constater, de voir s'il y a consentement. Donc, par rapport au jeu, je reviens, savoir d'abord si tout le monde était d'accord. De voir si les âges correspondent quand même. Donc, ça, c'est aussi... donc, je n'irai pas évidemment dans les abus sexuels causés par les adultes, mais si un enfant de 8 ans joue avec un enfant de 4 ans, son aspect cognitif sera déjà plus important. Il va avoir une attitude quand même différente avec l'enfant de 4 ans. Et donc, voilà, c'est là aussi où il faut observer
être attentif. Je pourrais évidemment développer, mais ce sera difficile parce que j'aimerais aussi pouvoir vraiment que vous entendiez Samia et son témoignage parce que c'est extraordinaire. Mais donc, voilà, c'est vraiment essayer vraiment de ne pas arriver avec ces notions de bien et de mal, mais donc ce sont des faits, se rappeler que c'est de l'exploration, que ce sont des jeux, recherche de plaisir, de sensations, de voir à quoi ça ressemble, de pouvoir éventuellement questionner les enfants, d'abord savoir s'ils étaient tous d'accord, tous ou tous les deux, et alors de pouvoir, dans la mesure du possible aussi, dire que ça ne se fait pas là où on est. Hein. Et là, je pense plus à des jeux sexuels au sein des écoles. L'enfant apprend le rapport à son intimité, donc il apprend aussi les codes sociaux. Et donc, il va apprendre qu'on s'autostimule peut-être dans son lit, mais qu'on ne le fait pas à table, qu'on ne le fait pas dans le salon, qu'on ne le fait pas à l'école, dans la classe. Donc, c'est un apprentissage comme on apprendra un enfant à manger avec des couverts, non pas uniquement avec les doigts, pouvoir essuyer sa bouche, etc. etc. Donc, c'est l'apprentissage des codes sociaux qui permettent à l'enfant de juste savoir ce qui est permis et pas permis. Donc, pas ce qui est bien et mal, j'insiste, mais ce qui est permis ou pas permis dans notre société par rapport à la sexualité. Voilà. Mais c'est tout à fait normal que l'enfant, et surtout de 3 ans, dans cette période, justement, il sera plus exhibitionniste. Pourquoi? Parce qu'il a découvert son organe et donc il a envie de le montrer. En plus, étonnamment, les adultes ont une tendance aujourd'hui dans notre société à mettre des culottes qui sont jolies. Alors, des culottes qui sont jolies, alors vous allez me dire, c'est un détail et c'est rigolo, mais l'enfant, il a envie de montrer ses culottes, comme il montrerait ses robes, ses t-shirts, ses shorts. Et donc, si vous voulez, toutes ces attitudes, nous, adultes, après, nous sommes étonnés que les enfants veulent montrer leurs culottes, mais quelque part, ils veulent montrer aussi le beau personnage qu'il y a sur leurs culottes. Et donc, c'est se rappeler tout ça, que l'enfant n'est pas du tout dans l'imaginaire de l'adulte. Il est dans l'exploration, dans son univers, il veut savoir comment est fait le monde et sa sexualité en fait partie. Et donc, de manière positive et holistique, l'enfant va poser toutes ces questions. Et plus on répondra à ces questions, on l'accompagnera, mieux il se sentira et plus il sera bien dans ses bottes pour aborder alors son premier acte sexuel, ses premières relations d'amour, de sensations sexuelles à l'âge de l'adolescence ou début adolescence. Voilà. Merci beaucoup, Annick. Il y a encore une main levée de Dorothée et ensuite on terminera la question. Louise, un instant. Il y a une question, je crois qu'il y a une question qu'on a sautée de Lily, justement par rapport à ta précédente intervention, Annick. Il y a Lily, justement, qui demande en grande ligne comment et quand intervenir sur ces impacts irréversibles. Je pense que je renverrai plutôt au GAMS par rapport vraiment aux actes de l'excision ou des mutilations qui sont commis. Évidemment qu'il y a tout un travail de prévention, donc d'un rappel un peu de tout ce que je dis, mais à travers notamment le GAMS qui fait des ateliers avec les enfants, qui parle avec les parents, qui organise, comme Samia le fait, des ateliers avec des parents pour parler de l'excision avec des femmes, et notamment nous y sommes invités aussi avec le CERE. Et donc c'est d'abord le travail de prévention qui permettra évidemment de ne pas entrer dans cette problématique après, de faire face à un trauma. Et puis après, oui, c'est tout un travail évidemment presque de reconstruction de la personne, puisque, comme je vous l'ai dit, la sexualité a un impact sur la construction identitaire et de la personnalité. Et donc, il y a là tout un travail qui va être mené. Alors, certains iront vers la psychologie, d'autres iront vers du spirituel, d'autres iront vers voilà, tout ce qui va pouvoir les aider, en fait, au niveau énergétique, au niveau de la vie en général, de ce qui pourra les raccrocher à la vie, à leurs sensations, à leur essence et à leur sens, puisque nous sommes des êtres qui avons des sens. Nous avons 5 sens et on a vu
de nouveau, ne fût-ce qu'en période de confinement, les impacts que ça peut avoir au niveau d'une dépression, au niveau d'une baisse de la motivation. On l'a vu chez les jeunes qui ne pouvaient pas avoir de contacts sociaux avec les copains, de problèmes d'activité, de mobilité. Donc, nous sommes des êtres qui avons besoin de toutes ces sensations. Et donc, voilà, c'est comment faire. Donc, là, je renvoie peut-être, et peut-être Samia pourra reparler de cette question, reprendre cette question de Lily de manière plus concrète, sans doute. Merci. Voilà. Et juste parce que je réagis par rapport à ce qui est écrit dans le chat, donc c'est le DRAC system, hein, si je comprends bien, ce fameux outil qui vient de sortir par rapport à des drapeaux. Donc c'est une série de représentations où on va se dire, notamment un enfant, par exemple, qui a, je ne sais plus, 3-4 ans, qui est sur les genoux de sa maman et qui veut aller à son sein, par exemple. Et donc savoir, voilà, comment réagit-on? Est-ce que c'est un drapeau rouge? Est-ce que c'est très grave? Est-ce qu'il faut intervenir de manière, voire même juridique ou réglementaire? Ou bien est-ce que c'est un drapeau orange? Il faut quand même intervenir d'une certaine façon. Ou bien est-ce que c'est un drapeau vert? On peut laisser faire. Voilà. Juste pour avoir participé à un colloque qui parlait, qui présentait cet outil, mais je ne l'ai évidemment pas utilisé encore malheureusement pour pouvoir l'expérimenter nous-mêmes au CERE, mais simplement rappeler que c'est plus nuancé que ça. Et donc, simplement rappeler l'importance de la nuance du rapport à l'enfant, à ses questions et à sa logique. Parce qu'un enfant aussi a une logique qui est parfois surprenante. Donc, on va être surpris, mais pas dérangé par rapport à d'autres questions qu'il va poser. On se dira, c'est rigolo qu'ils viennent avec cette question-là tout de suite. Mais autant par rapport à la sexualité, on va parfois être mal à l'aise de nouveau en tant qu'adulte, alors qu'il a une logique qui va être différente. Et si je prends un rapport à la mort, pour vous donner un autre exemple, parce que je n'en ai pas par rapport à la sexualité là tout de suite, c'est qu'un enfant, par exemple, ne fait pas spécialement la différence, contrairement à nous, entre le suicide et une mort par accident. Donc, on voit que l'enfant, il voit juste la disparition et il a besoin de comprendre la mort. Il a besoin de toucher les corps, etc., idéalement. Tout ça pour vous dire qu'il a une logique qui n'est pas la nôtre. Donc, c'est important. Et donc, par rapport aux codes sociaux à voir, hein, je ne m'avance pas par rapport à l'outil, mais la façon dont il avait été présenté, je me suis dit, attention, nuance à la logique des enfants, à leur expérimentation et à leurs questions, et donc à leur liberté aussi. Voilà, c'était simplement ça. Parce qu'on entre vite chez nous, adultes de nouveau, dans les peurs. Nous sommes dans une société aujourd'hui où l'enfant, on le voit à travers des études, hein, l'être humain, l'adulte a peur pour l'enfant, a peur pour les enfants, et donc a une tendance à réduire d'ailleurs la distance entre l'enfant et l'adulte, et lui, par rapport au jeu. Donc l'adulte est fort présent. Et donc, voilà, c'est laisser les enfants expérimenter aussi, leur faire confiance. Voilà. Merci beaucoup, Annick. Merci vraiment. Dorothée, je vois que votre main est levée. Oui, c'était moi qui avais proposé de parler maintenant du système des drapeaux. J'entends les objections. Après, c'est vraiment un outil, hein, donc chacun se l'approprie à sa façon. Ça n'empêche pas d'y apporter des nuances. D'ailleurs, nous, quand on donne l'information chez Garance, on nuance déjà, parce que c'est en fait ça nous vient de Sensoa, donc la partie flamande de la Belgique. Oui. Donc la Fédération des centres de planning familial et Garance l'ont traduit l'année passée. Donc cette année, on traduit le système pour les adultes. Et donc, c'est vraiment pour avoir une réponse pédagogique au comportement en lien avec la sexualité chez les enfants. Donc, pour le premier tome, on va dire, c'est pour les enfants, qui est complètement au point. On a déjà donné des formations. Et ça rejoint un peu ce que vous avez dit sur... vous avez évoqué plusieurs critères, mais donc, l'idée, c'est vraiment de structurer sa pensée, en fait, entre collègues aussi, puisque ça s'adresse aux professionnels. Donc, c'est vraiment de regarder les 6 critères qui sont... donc, est-ce que l'enfant avait l'air d'accord d'être là? Est-ce qu'il y avait quand même pas malgré tout des rapports de pouvoir qui fait que même s'il a dit oui, en fait, il n'avait pas vraiment le choix. L'égalité, dont vous avez parlé, la même chose. Donc, un enfant de 4 ans avec un enfant de 10, ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Ça, c'est vraiment par rapport à la relation quand il y en a une, parce que ça peut aussi être un enfant tout seul, évidemment. Et puis, il y a, est-ce qu'il y a adéquation avec l'âge, avec le niveau de développement?
l'adéquation au contexte dont vous avez parlé, et nous, on rajoute aussi l'impact, c'est-à-dire en fait, quelle moquerie peut-être l'enfant va recevoir ou quelle blessure il va avoir physique, quel impact ça peut avoir sur lui et sur les autres personnes concernées. Et donc, en fonction de ces 6 critères-là, on met effectivement les drapeaux. Et vert, c'est qu'en fait, tout va bien, mais l'idée, c'est pas du tout policier ou lié à la justice, c'est vraiment des professionnels qui sont là pour que le développement sexuel se passe au mieux et que même dans un cas d'un drapeau vert, si ça nous paraît approprié, on peut tout à fait justement dire c'est bien, c'est normal à ton âge de s'intéresser à ça, etc. Et puis il y a le drapeau jaune, rouge, noir, où là on est plus dans quelque chose qui pourrait être signalé à la police. Et ce que je voulais dire, c'est que l'idée, c'est toujours que, si possible, de mener l'enfant vers un drapeau vert, en fait, de ressortir ce qui est bien dans ce qu'il fait, de lui expliquer ce qui ne va pas, ce qui a posé un problème, pour qu'il, finalement, puisse continuer à faire la partie chouette de ce qu'il a fait, mais en ayant compris les aspects qui n'allaient pas, et donc que ça devienne quelque chose de vert, en fait, si possible. Ce n'est pas toujours possible, évidemment. On n'est pas non plus idéaliste. Voilà. J'aimerais juste souligner ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça peut travailler en fait la posture, manifestement aussi des professionnels, de pouvoir se concerter entre eux, parce que c'est là souvent qu'on voit une difficulté, où on voit des valeurs très différentes, des vécus différents qui vont avoir justement avec des regards et des interventions différentes. Et donc, ça semble être très intéressant dans ce sens-là. Donc, je voulais juste souligner ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir laissé expliquer. Oui, merci Annick. Louise, est-ce qu'il y a encore des questions? On peut passer à Samia? On peut passer à Samia. Super. Okay. Donc là, je vais donner la parole à Samia qui va nous relater son expertise et son expérience. Samia, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde et merci Annika. C'est vraiment un plaisir de t'écouter, mais voilà, ce que je vais apporter comme témoignage, c'est comme si on ne vivait pas dans le même monde, je vais dire, parce que les clitoris, malheureusement, est très mal perçu et mal vu dans la communauté d'où je viens, parce que voilà, quand on était toute petite, je me rappelle, quand les enfants jouent et qu'ils sont un peu excités par le jeu et tout ça, on disait toujours, on rappelait toujours le clitoris en disant est-ce que l'enfant a été vraiment bien excisé, est-ce que l'excision a bien donné, sinon il faut revérifier si la petite fille a été excisée correctement. Juste rien que le fait qu'elle joue, le fait qu'elle soit agitée, ça ramenait toujours à l'excision. Donc, si jamais aussi les petites filles se touchent de partie des corps, donc au niveau des clitoris ou au niveau de la culotte, c'est là où il fallait l'emmener à l'excision. Parce qu'à Djibouti, d'où je viens, l'excision se pratique entre 3, 4, 5 ans, 6 ans. Donc, à chaque fois, on ramenait à l'excision. Donc, si elle se touche à ces parties de son corps, on disait, voilà, ça gratte, ça pue, ça va pousser. Donc, le clitoris a le pain capital, comme vous le savez tous et toutes. Donc, ici, malheureusement, dans la communauté qui ont protégé les petites filles, les mamans ont toujours eu peur en disant on a protégé notre petite fille. Est-ce qu'aujourd'hui, quand la petite fille au milieu de la nuit se gratte et elle a sa petite main dans la culotte, est-ce que j'ai bien fait de la protéger? Parce que mes parents m'ont toujours dit que le clitoris va pousser et puis l'enfant, quand il sera en âge adulte, va couvrir les hommes et tout ça. Une petite fille va courir quand elle sera en âge adulte, elle va couvrir les hommes et tout ça. Est-ce que j'ai bien fait de protéger mon enfant? Ça revenait toujours dans les activités communautaires que nous, au niveau des GAMS, on fait. Et puis, dans ma communauté aussi, elle disait souvent, est-ce que quand elle sera en âge de se marier, est-ce que le mari sera respectueux envers elle? Parce que voilà, elle a un clitoris et donc le clitoris équivaut à une prostituée, donc la prostitution. Donc voilà, toutes ces questions, parce qu'elle découvre, toutes les femmes qui ont protégé leur petite fille de l'excision,
découvre le clitoris avec son propre enfant. Je me rappelle quand ma petite fille était toute petite, avec mes copines, quand je la changeais, on regardait son clitoris, c'est là où on découvrait vraiment que la taille qu'il avait et tout ça. Donc, jusqu'à ce que, c'est vrai que bon, quand elle a grandi, on ne pouvait pas, mais quand elle était toute petite, c'est ce qu'on faisait. Parce que je disais toujours, c'est la taille du clitoris, c'est les formes du sexe, et peut-être en grandissant, ça va grandir et tout ça. Donc, nous, on était fort, comment dirais-je, curieuse, parce qu'on était un siècle en retard par rapport à cette thématique-là. Annick, tu expliques si bien qu'aujourd'hui, le développement sexuel de l'enfant commence quand il est tout petit. Mais nous, déjà, quand l'enfant, il va prendre sa main et il va mettre au niveau des culottes, ce qu'on nous faisait à l'époque, c'était nous frapper la main parce qu'il était interdit de toucher ces parties de corps. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand je t'entends parler et qu'on découvre tout ça, que la sexualité chez l'enfant, c'est quand ils sont tout petits, les toucher et tout ça, alors que dans notre culture à nous, ces parties des corps, malheureusement, n'est pas autorisée, même si la petite fille est toute bébé. Et le mot clitoris aussi existe dans différentes langues, mais malheureusement, on ne l'emploie pas. Par exemple, moi, je suis afar, mais le fait de parler des clitoris dans la famille et de mentionner juste le mot clitoris, c'est très, 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 très mal vu. Parce que Aïcha Dabalé, qui a fait un film sur le film Une fille intacte, c'est-à-dire Kim Bidalé dans notre langue, et quand on a fait la promotion en Belgique, et que le fait que le titre est en afar, Une fille intacte avec clitoris, c'était vraiment très choquant dans la communauté et ça a fait tout un débat autour de cette question-là. Donc voilà. Et il y a un autre problème aussi, les femmes qui ont protégé leur petite fille de l'excision. Quand la jeune fille est en âge de se marier, elle dit clairement qu'elle a peur de demander à son mari de lui donner du plaisir parce qu'elle a super peur de sa réaction. Parce qu'elle s'est dit, si jamais je lui demande de me toucher là, il risque de me quitter, il risque de dire qui t'a appris cette forme de sexualité, parce que la sexualité reste quand même quelque chose d'assez tabou. Donc, la jeune femme qui a ces plaisirs-là sexuels ne peut même pas parler de ça avec son propre compagnon ou avec son propre mari, parce que là, elle a super peur de sa réaction. Après, c'est assez paradoxal parce que les femmes qui sont victimes de l'excision, justement, les hommes le rejettent parce qu'ils disent toujours que la femme n'a aucun plaisir sexuel. Donc, elle est comme le cadavre sur un lit, elle ne réagit pas. Donc, surtout, on voit ça dans la diaspora, ici, les personnes qui vivent ici, parce que certains hommes, que ce soit somaliens, djiboutiens ou guinéens, vont aller voir de femmes qui sont intactes du Congo ou d'autres nationalités, ou même belges. Et après, quand elles vont se marier avec une femme de son pays, ils disent toujours, voilà, je n'ai aucun plaisir avec toi. Donc, les femmes ne savent pas comment réagir. Soit elles sont trop sexuées, soit elles sont pas présentes au moment où il y a l'acte sexuel. Donc, les femmes parlent beaucoup de ça, de cette souffrance-là. Donc, ce qu'elles nous disent et qu'elles nous emmènent dans les activités communautaires qu'on apporte aux GAMS, elles disent toujours que c'est bien qu'on protège nos petites filles, c'est bien que les femmes soient reconstruites d'ailleurs au niveau clitoris, mais tant que nos hommes ne sont pas éduqués sexuellement, donc c'est comme si nous on était TGV et l'autre c'est le train qui nous suit. Donc il faut vraiment qu'on soit au même niveau, c'est-à-dire toutes les activités que nous on apporte pour les femmes devaient aussi apporter pour les hommes. Et d'ailleurs c'est pour ça que au GAMS il y a eu un projet pour les hommes aussi,
où il y a eu aussi de groupes de parole pour les hommes. Mais voilà, les hommes, dès qu'on touche à la sexualité, ne sont pas présents. Ils disent que ça, c'est un problème de femmes, donc nous, on n'est pas là pour s'occuper de ça. Nous, on n'a pas demandé aux femmes d'exciser leurs petites filles. Alors qu'au moment de l'âge de l'excision, si la femme n'est pas excisée, à ce moment-là, on demande l'excision. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire par rapport à tout ça, parce que aujourd'hui, les petites filles, justement, que les GAMS a pu protéger au niveau de l'Europe, surtout au niveau de la Belgique, c'est ces enfants-là qui seront amenés à souffrir justement de leur sexualité si elles se marient avec le groupe de pratique, c'est-à-dire les hommes qui, dans leur entourage, ils ont vu déjà des femmes excisées. À moins qu'elles se marient avec d'autres nationalités, ce qui sera aussi bien pour elles, parce que vivre vraiment sa sexualité quand on fait partie des pays où l'excision se pratique, c'est vraiment difficile, parce que la petite fille née en Belgique ou qui arrive toute petite en Europe, en Belgique, à l'école, on l'apprend comment ça se passe, et puis quand elle grandit, elle n'a pas la même mentalité que les personnes qui ont immigré, par exemple. Elles sont arrivées toutes petites ou nées en Belgique, donc du coup, il y a cette frustration, et les femmes en parlent. Elles disent, si ma fille, elle se marie avec un homme, moi, je l'ai protégée de l'excision. Si elle se marie avec un homme de la communauté, il peut aussi demander une excision pour que la petite fille ne court pas. Donc, on revient encore à la même mentalité. Donc, c'est là où on doit, nous, on essaye dans mon entourage ou dans nos activités, c'est là où on dit attention, faites attention, vous avez protégé votre enfant, c'est à elle de choisir. Comme vous avez choisi de ne pas l'exciser, c'est à elle de choisir avec qui elle va y aller. Parce que non seulement il y a l'excision, on sait bien qu'il y a les mariages des enfants, il y a aussi la polygamie, il y a tout ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'excision, quand les mamans ont protégé l'excision, elles découvrent surtout la sexualité, pas vraiment la sexualité, mais quand elles voient que l'enfant dort, il se gratte, ah voilà, moi ma mère m'a toujours dit que le clitoris gratte. Donc voilà, et c'est là où on explique que ce n'est pas le clitoris qui gratte, mais plutôt quand vous nettoyez votre enfant ou quand l'enfant commence à se nettoyer. Et il faut vraiment nettoyer de haut en bas, mais pas de bas en haut. Donc, c'est pour ça c'est parce qu'il faut juste au niveau sanitaire être à l'écoute, parce que ces parties de corps est très sensible et tout ça. On explique tout ça dans nos activités aussi, parce qu'elles pensent que comme on leur a toujours dit que les clitoris grattent, quand elles ont cette expérience avec leur petite fille, elles se disent, mais est-ce que j'ai bien fait de la protéger justement? Parce que si ça gratte, c'est qu'elle a déjà de la sensibilité. C'est que tu expliquais, Annick, la petite fille, elle peut aussi avoir ses besoins de se toucher. Mais c'est tellement mal vu que même les mamans qui ont protégé leur petite fille, elles ont peur. Elles se disent, mais quand la petite fille, elle sera en âge de grandir, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où moi j'explique avec mes amis ou dans nos activités, je dis, est-ce que vous avez déjà vu dans la rue de femmes belges courir les hommes? Est-ce que vous avez vu ça? On est en Belgique, est-ce que vous avez déjà vu? Parce qu'elles ont leur clitoris. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, non, il faut plutôt éduquer son enfant et autrement que de l'exciser, parce que l'excision dans ce pays-là fait partie de l'éducation justement. Parce que la petite fille qui n'est pas excisée, ce n'est pas une fille d'une bonne famille, ce n'est pas une fille qui va se tenir correctement. Même on nous juge quand on est toute bébé ou tout enfant. Déjà, quand on est toute bébé, comme tu expliquais tout à l'heure, la petite fille qui soulève sa petite robe pour montrer aussi sa petite culotte, c'est très, très mal vu. Et on dit, attention, voilà, il est en âge où il faut l'exciser, parce que c'est ça qu'on a toujours dit dans mon pays. Et puis, il y avait autre chose aussi, quand la jeune fille était en âge de grandir et quand le sein commençait à sortir,
il y a des femmes qui venaient contrôler si elle n'a pas vu quelqu'un, hein, si elle n'a pas vu un garçon. Donc, le garçon, c'était interdit. Les garçons, elles ne devaient pas approcher. On nous a tellement traumatisés qu'on ne devait même pas prendre le même siège que les garçons. C'est-à-dire, s'il était assis sur un siège, nous, on ne pouvait pas s'asseoir parce qu'on pouvait tomber enceinte et tout ça. Tellement qu'on nous a bassinés avec tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les personnes sont vraiment... Il y a beaucoup de frustration dans la communauté concernée par les problématiques de mutilation parce que la première génération, qui est la génération de ma fille, que j'ai moi-même protégée et d'autres aussi, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, qu'est-ce qui va se passer? Quand elle sera en âge de se marier, est-ce que dans la communauté, elle aura une place, elle pourra se marier? Mais voilà, maintenant, les questions de mariage, ça dépend pour qui. Parce que moi, je leur ai toujours dit, hein, vous les avez protégés de l'excision, laissez-les aussi choisir pour leur mariage, pour qu'elles puissent aussi s'épanouir, parce que ça ne sert à rien de reproduire ce que vous-même, vous avez vécu, c'est-à-dire un mariage encore forcé, même si elles disent que c'est plutôt un mariage arrangé, mais pour moi, arrangé ou pas, c'est la même chose, parce que du moment où la jeune fille ne choisit pas le mariage. Donc, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, certains hommes veillent à la tradition en disant, voilà, on l'a laissé intacte. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, elle pourrait faire partie d'une bonne famille avec son clitoris, justement? Et c'est là où nous, on essaie de sensibiliser et d'expliquer que, voilà, que la sexualité de l'enfant ira mieux sans l'excision et que vraiment l'excision tue aujourd'hui et que l'excision n'a apporté que des problèmes et des frustrations chez l'homme et la femme parce que ce n'est ni bénéfique pour l'homme ni pour la femme. Au tout début de mon expérience, quand j'ai commencé à être bénévole et à travailler dans ces problématiques-là, dans les années 2007, certains de mes compatriotes me disaient toujours, Samia, de quoi tu parles? Nous, on est excisé, c'est fait, c'est fini. À l'époque, on n'avait pas d'enfants, donc elle disait, ben, écoute, on en parlera les jours où tu nous trouveras un vaccin qui va le faire pousser, ou bien dans ce sens-là, parce que nous, on ne l'a plus. C'est vrai qu'après ça, il y a des années après, il y a eu C'est ma vie, puis il y a eu la reconstruction et tout ça. Et c'est là où je disais, essayez de découvrir et de redécouvrir votre sexualité en pouvant retrouver les familles clitoris parce qu'il y a la reconstruction aussi. Donc, le fait de ne pas parler et que c'est le tabou qui est autour de la sexualité parce que certaines femmes nous témoignent en disant que j'ai un mari, j'ai choisi moi-même. Au moment de la sexualité, je n'ose même pas lui dire il me faut ça, ou j'ai du plaisir là ou là. Donc, il y a toutes ces frustrations qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui est sexualité reste tabou parce que voilà, il y a certaines, je me rappelle aussi, il y avait une très grande militante pour les causes de femmes, Hasna Santou, qui était députée à Djibouti. Elle a protégé ses filles de l'excision et quand elles étaient en âge où elles étaient adolescentes, donc elles se sont tellement fait rejeter par leurs amis que finalement elles ont fait venir une exciseuse et puis elles se sont fait exciser elles-mêmes en cachette par rapport à leur maman parce qu'elles ont clairement dit, c'était 2 filles, elles ont clairement dit qu'elles n'avaient pas de la place dans la société et qu'à chaque fois qu'elles allaient à la piscine, leurs copines disaient toujours quand vous êtes en maillot, on voit qu'elle est clitoris. Donc, une des filles a failli mourir d'hémorragie. D'où c'est très vraiment important le regard de la communauté. Le fait que la communauté contrôle tout
Ces jeunes filles, la maman, elle les a protégées, mais elles se sont fait exciser à l'âge de 16 ans. Elles ont même fait venir l'exciseuse parce qu'elles n'en pouvaient plus. Soit elles restaient dans cette communauté-là ou dans cette société-là, soit elles devaient quitter les pays. Je me rappelle une copine qui aussi, malheureusement, a dit quitter les pays parce que autour des clitoris, malheureusement, c'était tellement, les femmes, quand elles accouchent, elles sont tellement malmenées parce qu'on le laisse de côté, on ne s'occupe même pas d'elles pour l'accouchement. On dit, voilà, tu n'avais qu'à te tenir correctement, c'est quoi que tu as, pourquoi on n'a pas coupé cette petite, ces parties sales de ton corps, donc tu peux accoucher toute seule, personne ne les aide aussi, on le laisse de côté et puis elles sont discriminées malheureusement par rapport à leur clitoris. Donc, le clitoris, malheureusement, dans le pays où l'excision se pratique a tellement d'impact sur la société, sur le comportement d'abord et sur la manière de vivre, sur la place que tu peux avoir au niveau sociétal, que certaines femmes quand certaines mamans ont protégé. Ça arrive que dans le pays concerné, certaines petites filles ont été protégées de l'excision. Ici, quand ces filles-là arrivent en Belgique et qu'elles vont attester de leur excision et qu'elles savent qu'elles n'ont pas été excisées, mais elles sont psychologiquement marquées parce qu'elles disent pourquoi on ne m'a pas excisée, pourquoi aujourd'hui ma mère m'a dit que j'étais excisée alors que je ne le suis pas. Mais c'était pour la protéger. Donc, ça a un impact tellement fort que c'est bien de protéger, je pense, les petites filles. C'est ce que les dames se font, c'est ce qu'on fait. Il faut alors la suite. La suite, c'est quoi? C'est de pouvoir éduquer. On éduque nos petites filles, il faut qu'on éduque nos garçons aussi, parce que, tu disais tout à l'heure, hein, pour les garçons, c'est vrai que quand un garçon de la communauté djiboutienne ou autre n'est pas éduqué à comment être, comment dirais-je, respectueux par rapport à l'autre, même si la personne n'est pas excisée, et lui les sensibiliser par rapport à l'excision, lui ne choisira jamais si la sensibilisation n'est pas faite dans la communauté. Il voudra toujours se marier avec une femme excisée et il pourra toujours avoir une copine non excisée. Au moment du mariage, il choisira toujours la femme excisée parce que c'est ce qu'il lui faut, c'est ce que la communauté dit, c'est ce que la famille sensibilise dans ce sens-là. Si je pense que si les garçons sont éduqués dans ce sens-là, je pense qu'à un moment donné, on pourrait tolérer le clitoris, on pourrait tolérer la sexualité et on pourrait aussi donner du plaisir aux femmes parce que on ne peut même pas parler de ça. On est frustré. Donc, l'homme arrive, oui, maintenant j'ai besoin de toi, c'est tout de suite maintenant. Oui, mais la femme, si elle n'est pas prête à la sexualité, comment elle fait? Elle n'est même pas prête pour ça. Elle ne s'est pas prêtée pour ça. Mais dans le mariage, dans les codes de mariage, on dit toujours, quand on apprend la femme à la soumission, donc d'être prête à tout moment. À tout moment. Je sais qu'au Mauritanie, les femmes, certes, dans certaines régions, les femmes ne travaillent pas. Les femmes sont matin, midi, soir, elles sont prêtes pour, si jamais le mari rentre à tout moment, pour être prête si jamais l'homme est en demande de la sexualité. Donc, ici, quand on voit en Europe, les femmes travaillent, elles ont d'autres soucis, elles disent que quand l'homme rentre et qu'il en a besoin à ce moment-là, maintenant, tout de suite, si elles ne répondent pas au désir de l'homme, elles peuvent aussi être rejetées et tout ça. Donc, je pense qu'il faut toujours faire de la sensibilisation au niveau des hommes et faire changer les mentalités, mais ça prendra du temps parce que la mentalité au niveau sexuel prend du temps parce que il y a certaines générations qui arrivent. Donc, il y a une jeune fille protégée, par exemple, de l'excision qui est en âge de se marier.
elle peut tomber sur quelqu'un qui vient de débarquer en Belgique et qui a une autre mentalité que la jeune fille, donc la jeune femme. Et voilà, là, ça pose vraiment un problème et c'est là où les femmes souffrent beaucoup. Elles disent que voilà, des fois, on nous ramène à d'autres personnes en disant, voilà, toi, tu n'es pas réactif alors que ma copine, elle l'est. Toi, tu n'es pas disponible comme moi, je suis en désir. Mais je pense que je ne sais pas comment on pourrait aider cette génération, justement, de petites filles qui ont été protégées pour que leur sexualité va bien et que les jeunes hommes qu'elles seraient amenées pour se marier, il faudrait qu'on fasse beaucoup de sensibilisation et d'éducation sexuelle parce que dans le pays d'origine, on ne parle même pas dans les écoles. Ici, il y a les centres de planning via les VRAS. On donne des informations par rapport à la sexualité, mais à Djibouti, je n'ai pas connaissance qu'il y avait ça et je ne pense pas que ça existe encore parce que la sexualité n'est pas autorisée, même dans les écoles. Donc, les jeunes ados n'ont pas des informations par rapport à tout ça. Alors qu'ici, en Belgique, on voit bien, et certaines mamans nous disent, ah oui, ma fille, elle a eu un service qui est arrivé et qui expliquait la sexualité et ça, on ne devait pas faire. J'ai dit, mais si l'enfant peut savoir c'est quoi la pilule, si elle peut se protéger des maladies sexuellement transmissibles, pourquoi pas? Ça, c'est l'éducation, c'est important. Nous, on n'a pas eu. Pourquoi on n'autoriserait pas nos enfants à écouter des centres de planning? Parce que certains parents, quand ils sont au courant qu'un centre de planning va se déplacer pour une sensibilisation, les gardent à la maison. Ils ne veulent pas qu'on parle de la sexualité et de réveiller, qu'elles disent, de réveiller la sexualité chez l'enfant. Et l'enfant est déjà en Belgique, il a un programme bien défini. Donc, il faut le laisser s'épanouir et de pouvoir grandir dans la société dans laquelle il vit. Mais tout ça, c'est des mamans qui n'ont pas, pour eux, la sexualité est quelque chose de dramatique. Parce que si l'enfant touche, c'est-à-dire voit un centre de planning, elle va aller, elle sera dévergondée, elle va courir les hommes et tout ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, moi, ma fille, elle m'a ramené une brochure. Elle m'a dit, maman, demain, il y a un centre de planning qui va venir nous parler des choses. Mais c'est vraiment, quand je regardais la brochure, c'est vraiment pas beau ce qu'on voit. J'ai dit, oui, pas beau, mais c'est très bien pour toi, pour que tu puisses apprendre ce qui se passe et tout ça. Bon, en tant que mère, on protège nos enfants et le fait qu'ils aient des informations nécessaires pour leur développement sexuel, c'est important. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Mais ma compatriote va me dire, mais attends, tu vas commencer à parler de la sexualité à ta fille. Même le fait de parler de règles, quand les petites filles sont réglées, on n'en parle pas. Donc, on n'en parle pas, elles découvrent par elles-mêmes. Ça, je pense que vous avez vu dans un des webinaires qui a eu lieu il y a quelques temps, où ma collègue Fausse a amené son expérience par rapport avec sa fille. Donc, toujours est-il qu'aujourd'hui, on ne prépare même pas l'enfant quand elle sera réglée. Donc, nous, dans les activités, on en parle aussi. Mais il faut parler justement de règles qui vont arriver et que la petite fille soit prête. Par exemple, ici aussi, quand il y a le CGRA qui demande l'attestation de non-excision qu'il faut renouveler, les mamans n'en parlent pas. On met l'enfant au planning, la petite fille n'est pas préparée alors qu'elle sait qu'elle n'est pas malade. Donc, on ne la prépare même pas à voir un médecin, par exemple, que ce soit à Semavi ou dans les centres de planning. Elles y vont, elles emmènent la petite fille, elles n'expliquent pas. Donc, nous, on est en train de se former justement à parler avec les enfants. Nos psychologues on parle comme Maud et Charlotte aussi, ma collègue, c'est des psychologues qui parlent déjà avec les bébés. Nous, on n'a pas cette habitude en tant que quand on fait le premier accueil. Donc, quand le maman arrive avec la petite fille, on le met dans un coin pour dessiner. Peut-être on pourrait faire des choses avec elle aussi. Et ça, c'est donc, on va réaliser des formations dans ce sens-là. Donc,
c'est tout simplement la communauté est très en retard par rapport à la sexualité et je pense qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation par rapport à tout ça et ne jamais oublier les hommes. Tant que les hommes sont absents, la femme elle a super peur de la réaction de l'homme. Elle vit pour lui, c'est comme si elle vivait pour lui. C'est comme si elle s'est dit, si jamais je demande quelque chose qui lui fait plaisir, comment il va réagir? Est-ce qu'il va me chasser? Est-ce qu'il va me quitter? Comment est-ce qu'il va se comporter? D'où tu as appris à faire ça? Est-ce que tu as vu un autre homme avant moi? Donc, il y a tous ces questionnements. Et voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps de parole, les filles. Moi, non, tu en es vraiment dans le timing. Hein. Merci. Tu as terminé, Samia, ou tu veux encore Donc dire? voilà, moi, de toute façon, je suis, pour mon témoignage, je pense que j'ai assez dit. S'il y a des questions, je suis là. Super, merci Samia pour cette expérience, pour cette expertise que tu nous relates et qui nous montre justement le dilemme auquel les femmes des communautés concernées ici en Belgique font face, notamment dans le choix de l'éducation sexuelle de leur enfant. Louise, est-ce qu'il y a des questions et des réactions par rapport à l'intervention de Samia? Je te laisse la parole. Merci. Alors, il y avait juste au tout départ Mamoudou qui expliquait qu'elle confirmait le témoignage de Madame Samia, car elle aussi, dans sa communauté, il y a cette problématique. Et alors, il y avait tout un débat à partir de quel âge la fille risque d'être excisée et si les crèches étaient concernées. Et alors, Fabienne a bien précisé qu'il n'y a pas forcément d'âge concerné, comme on a pu voir que des bébés pouvaient être excisés. Et donc, il fallait aussi sensibiliser les crèches et que les crèches étaient tout à fait concernées. Je ne sais pas si, Fabienne, tu as envie peut-être de prendre la parole à ce niveau-là. Bonjour, merci Louise. Non, juste dire qu'effectivement, si la grande majorité des enfants sont excisés entre 4 et 12 ans, il n'y a plus vraiment de limite. Donc, en consultation, on a pu voir des bébés de quelques semaines excisés, mais aussi des femmes adultes. Moi, j'ai vu une jeune femme sénégalaise de 21 ans qui avait été excisée juste avant le mariage. Donc, c'est pour dire qu'il faut toujours croire une femme. Si elle vous dit « j'ai été excisée à 24 ans, à 23 ans », c'est possible. Ou si on observe un bébé qui a été excisé, on doit aussi investiguer parce que c'est aussi possible. Ça nous paraît peut-être inimaginable, mais c'est possible. Donc, juste rappeler que si dans une crèche, une péricultrice, en changeant les couches, voit quelque chose qui lui semble anormal, une rougeur, du sang au niveau des organes génitaux externes, bien la bonne pratique, c'est toujours de faire examiner l'enfant dans un centre spécialisé, voilà, comme à C'est ma vie ou d'autres médecins formés pour s'assurer du diagnostic. Parce qu'il y a parfois des diagnostics différentiels, un accolement des petites lèvres, autre chose qui peut faire penser à l'excision et ça pourrait être très dangereux pour tout le monde, très grave de tout de suite appeler la police et dire voilà, l'enfant était excisé. Donc, toujours faire un deuxième examen par un médecin expert et formé. Et donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui font partie de crèches, n'hésitez pas en fonction, si vous êtes autour de Namur, de Liège ou de Bruxelles, on pourra envoyer des gens de l'équipe du GAMS pour sensibiliser l'équipe. S'il y a besoin, il faut pas hésiter. Voilà. Et juste, je rappelais aussi qu'on est en période avant les vacances scolaires et qu'on a vu au GAMS que d'habitude, en avril-mai, on reçoit beaucoup de coups de fil de l'ONE, des crèches avant les départs en vacances et qu'on en a eu moins en 2020 l'année dernière parce qu'il y avait moins d'avions, mais que là, on voit ces dernières semaines, on a déjà eu 3 ou 4 signalements sur des enfants qui doivent voyager dans 3 semaines à la fin juin après la fin de l'école. Donc, j'attire juste votre attention qu'on est dans une période pour nous au GAMS à risque les départs en vacances. Et je voulais juste vous sensibiliser sur ça. Donc, vous pouvez nous appeler si jamais vous êtes au courant de parents qui partent. Et la première chose, c'est le dialogue, là encore. On n'appelle pas la police quand des parents partent. Les parents ont le droit de voyager. Mais on est dans le dialogue, mais dans l'évaluation du risque. Je crois que Kadia voulait parler. Oui, merci beaucoup. Kadia, je te laisse la parole. Oui, bonjour. C'est pour appuyer Samia ce qu'elle a dit. C'est pour juste dire que on ne parle pas, même pas avec tes propres règles, tu ne parles pas avec ta mère.
Je parle de mon expérience. Quand j'ai eu mes premières règles, j'ai reçu une gifle. Parce que j'étais au marché devant le boucher, j'attendais le boucher qui arrive avec sa viande et j'étais assise sur une tronche et tout d'un coup, je sens quelque chose de chaud. Et ma copine qui avait une langue pendue, qui a couru dire à ma mère de l'autre côté du marché, « Ah, je pense qu'on l'a fait quelque chose. » Et moi, avant mon arrivée, que j'ai dit à ma mère, « Bon, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. » J'ai reçu d'abord 2 gifles. Donc, voilà, on ne m'a pas préparé de ce que c'est les règles et tout ça. Et c'est ma grand-mère qui a dit à ma mère, fais attention, elle a l'âge d'avoir ses règles. Mais avant ça, j'avais d'abord reçu des baffles. Vous voyez? Et donc, même ici, actuellement, même des femmes à mon âge, ou même qui sont des grand-mères, mais ils ne parlent pas avec leurs petites filles. Par rapport à mes petites filles, c'est moi qui les ai parlé des règles, ne pas utiliser le tampon, mais il faut utiliser les serpettes et tout ça. Et je posais, est-ce que tu as parlé ça avec ta maman? Non, non, non. Je dis, ah bon? Pourquoi? Non, elle dit, j'avais rien. Et donc, même les enfants qui sont grandis ici avec leurs parents, on n'en parle pas. Donc, je pense que ça doit être, comme Samy a dit, de sensibiliser les parents et les hommes aussi. Parce que, bon, c'est comme elle a dit, la réaction des hommes aussi, ça amène une frustration. Et c'est la raison qu'on doit aussi continuer à sensibiliser dans ce sens-là pour faire la prévention. Merci, c'est juste apporter une petite contribution. Merci beaucoup, Kadia. Est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir ou apporter autre chose ou compléter ce qui vient d'être discuté? N'hésitez pas à lever la main ou alors écrire dans le chat. Oui, Annick? Oui, ben, j'aimerais quand même faire un parallèle avec notre culture occidentale où il y a également la sexualité comme sujet tabou et donc on n'en parle pas dans beaucoup de familles, que ce soit, on parle d'autres cultures, mais la culture occidentale connaît cette problématique avec la différence, sans doute à la fois, ben, on connaît les services qui peuvent en parler, donc il y a cette ouverture et c'est pour ça que que l'école est justement un lieu important d'éducation, justement, mais aussi parce que les enfants, je vous ai dit, veulent avoir réponse à leurs questions et donc vont aussi chercher des réponses en discutant avec leur père. Et c'est vrai que dans nos pays occidentaux, on va avoir une ouverture là qui sera un peu différente puisqu'il y a justement un peu moins, on n'en parle pas, mais il y a un peu moins ces notions de bien et de mal. C'est pour ça que j'insistais sur ces notions de bien et de mal, parce que Samia, en soulignant le fait de ne pas pouvoir aller dans la culotte, c'est interdit, il y a quelque chose de, tu fais quelque chose de mal, on va y remédier, on va te couper le clitoris. Mais dans notre société, là je reprends un peu la Bible, hein, cette fameuse BD évidemment que je conseille toujours à tout le monde et que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, L'origine du monde de Liv Strömquist, avec beaucoup d'humour, mais qui nous parle de l'historique, de l'histoire du clitoris, montre bien que même nous, dans nos pays occidentaux, nous avons connu des passages où il y avait ablation ou volonté d'ablation du clitoris. Donc, ça concerne vraiment, je dirais, toutes les sociétés. Et donc, cette sensibilisation, elle existe. Et voilà, partout avec évidemment le rapport à l'excision qui est beaucoup plus fort, important et interdit avec des conséquences pires, je dirais, que d'autres choses. Merci beaucoup, Annick. Christine, je vois que votre main est levée. Oui, bonjour et merci pour le témoignage surtout. J'habite donc là en Flandre, près de Louvain. Et déjà depuis plus de 20 ans, avec un groupe, nous nous occupons des demandeurs d'asile et c'est par ce chemin-là que j'ai fait connaissance avec la problématique, notamment familles somaliennes, mauritaniennes, sénégalaises. Et je me suis étonnée que les médecins de famille étaient tout à fait ignorants
de ce qu'il fallait faire, observer, soigner, comment être respectueux, de chercher de l'aide. Et depuis, je suis les communications du GAMS et j'essaye de les communiquer aux médecins que je connais, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. Et j'ai aussi lu, mais je ne sais pas si c'est comme ça, que la communauté flamande n'est pas vraiment intéressée à soutenir le travail du GAMS. Et je me demande comment on pourrait peut-être contacter des mandataires, des partis politiques pour mettre tout cela en évidence. Et parce que le discours flamand est surtout répressif. Ah oui, on demande de l'asile et c'est pour pouvoir avoir des papiers et puis après on fait ce qu'on veut et on va enfin, tout ce discours-là qui ne sert à rien, qui rend tout encore plus compliqué et qui n'aide pas les personnes. Donc, je ne sais pas, je voulais justement signaler ce que vous savez sans doute, mais je me demande aussi comment je pourrais contribuer oui, à diriger surtout les médecins qui sont concernés, qui veulent faire quelque chose pour où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'aide. Merci. Merci beaucoup, Christine. Fabienne, je te laisse la parole pour répondre. Oui, merci beaucoup, Christine. Donc, on a la même observation au GAMS, en fait. Hein. Et historiquement, le GAMS, on a toujours eu beaucoup plus de personnel enfin, dans nos équipes, même en bénévole au départ, de francophones. Donc, c'est vrai c'est plus récemment qu'on on a maintenant la chance d'avoir trois collègues néerlandophones. On a toujours travaillé sur tout le pays, mais Bruxelles et Wallonie ont toujours voilà, été un peu plus forts, je dirais, en termes de subsides aussi. Donc, c'est très politique, hein, comme vous dites, parce que c'est plus facile d'avoir des subsides en Wallonie et Bruxelles sur cette thématique qu'en Flandre, où il y a beaucoup de réticences. Et tout ce qui est vu comme communautaire, c'est vu comme, oui, les gens ne vont pas apprendre le néerlandais, ils vont rester entre eux. Donc, dès qu'on est association à base communautaire, c'est comme si on n'incitait pas les gens à, voilà, pourtant apprendre la langue du pays, à s'intégrer, alors que nous, on pousse tout le monde à voilà, suivre des formations. Mais c'est un peu cette image-là. Hein, voilà. Et donc, on vous invite vraiment à nous rejoindre, en fait, hein, en tant que bénévole, si vous voulez. Comme ça, on peut réfléchir ensemble avec nos collègues néerlandophones. Et si vous connaissez des médecins qui ont envie de se former, ben, on peut venir. Hein, on a les collègues qui peuvent venir avec plaisir organiser des formations, parce que ça fait vraiment partie de nos priorités de former les professionnels. Donc, si vous voulez, on prend vos coordonnées et on se fait une petite réunion un autre jour avec les collègues, voilà, nos collègues en Flandre, surtout que la ville de Louvain appuie quand même le GAMS. On a un petit subside hein, de la ville de Louvain. Donc, il y a des choses qui peuvent être possibles à Louvain. Ouais. Voilà, donc bienvenue. Christine, welcome. Merci beaucoup, Fabienne. Kadia, tu aimerais ajouter quelque chose? Ah oui, Fabien vient justement de dire ce que je voulais dire, hein, parce qu'on est prêt à venir donner des formations, sensibiliser. On ne demande pas plus parce que, je vous dis, le problématique n'est pas dans une ville ou à Bruxelles ou à Wallonie. Et surtout en Flandre, il y a tellement de femmes concernées qui se trouvent en Flandre. Et c'est pour cela qu'on est resté fédéral. C'est pour ne pas dire que, bon, voilà, c'est seulement la francophonie ou néerlandophone, parce que les populations se déplacent. Il y en a partout. C'est pour cela qu'on ne peut pas créer association ici, association par là. On a voulu rester fédéral, mais on est prêt à faire tout notre possible pour que le côté Flandre, que ce soit sensibilisé, informé pour cette problématique. Mais avec vous, avec votre contribution, avec votre accord, et si vous nous permettez, on va travailler ensemble. Déjà, la directrice a répondu à cette question. C'est vraiment, on est hâte de travailler avec vous. Bienvenue. Super, merci beaucoup, Kadia.
Est-ce que quelqu'un aimerait encore prendre la parole ou dire quelque chose? N'hésitez pas. Hein. Je vérifie dans le chat. Louise, justement, en vérifiant le chat, je me rends compte qu'on est passé à côté d'une question de... de Charlotte, qui était la suite de la question de Nicolas. Donc, la question s'adressait à toi, Annick. Donc, du coup, je te remets dans le contexte, hein, Annick. Donc, c'est la question à laquelle tu avais précédemment répondu. Donc, Nicolas a posé une question. La question, c'était le cas d'une situation où 2 enfants de 3 ans ont des jeux sexuels consentis, mais qu'ils se blessent, par exemple sur la vulve de la petite fille, et que les adultes, notamment les profs, les parents, s'alarment avec un regard d'adulte. Et la question était de savoir comment arriver à apaiser la situation. Donc, tu as répondu à ça, notamment auprès des adultes, mais aussi auprès des enfants. Et par la suite, il y a Charlotte qui a demandé, concernant cette question-là, est-ce qu'une animation mise en place, notamment au sein d'une classe, par le planning familial, sur la thématique du corps, sur mon corps, ton corps, je me respecte, et sur les émotions, a-t-elle du sens? Voilà. C'est vraiment au cas par cas et en fonction de la situation, je dirais. Donc là, c'est plutôt des réflexions. C'est compliqué de nouveau de partir de situations génériques ou globales parce que chaque cas, puisque ce sont des relations humaines, seront spécifiques, chaque cas sera spécifique. Et donc, les réactions des enfants devront être prises en compte, les réactions des parents, et éviter, évidemment, parce que c'est ce qui arrive souvent lors des témoignages au sein de nos formations EVRAS, c'est ces fameuses animations qui viennent éteindre des incendies, hein, donc justement où les parents ou les professionnels sont alarmés et donc, ou alarmistes et donc font venir une équipe pour pouvoir parler tout à coup, présenter une animation à des enfants qui ne voient peut-être pas le sens de ça ou pourquoi on vient leur parler de ça à un certain moment. Donc, en tout cas, une animation est toujours intéressante, sans doute, mais c'est la façon dont elle va évidemment être présentée et amenée. Donc, on peut tout à fait dissocier déjà l'animation de ce qui s'est passé, puisque c'est un cas totalement particulier. Et pour autant pouvoir parler d'une manière générale. Donc, ça peut être utile. Tout dépend toujours donc, de la posture de l'adulte qui va amener, ou des adultes qui vont amener l'animation, la façon dont ce sera présenté et à quoi ça répondra exactement. Si ça répond à la situation en tant que telle parce qu'il y a danger, on entre alors dans un regard justement qui est plus problématique. Voilà, j'espère que je vais répondre le plus clairement possible. Je sais qu'Aïssatou, est-ce que c'est possible de désactiver votre son? J'essaye, mais ça ne marche pas. Voilà. On a des formations qui permettent de réfléchir de manière plus approfondie, évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site. Voilà, si ça vous intéresse prochainement. Donc, on en a pour le cycle prochain de pouvoir vous inscrire. Elles sont gratuites puisqu'elles sont subventionnées. Merci beaucoup, Annick. Il y avait aussi Lily qui pose la question de est-ce qu'il y a des actions préventives au pays d'origine face à la mutilation? Je laisse mes collègues d'IGAMS y répondre. Je ne sais pas, Samia, si tu as envie d'y répondre ou Fabienne. Oui, je vais bien y répondre. Malheureusement, dans le pays d'origine, s'il y avait autant de sensibilisation, le travail amené au sein d'IGAMS au niveau de la Belgique, je pense que l'excision allait reculer parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sont injectés dans la sensibilisation, mais on fait juste quelques tapages le 6 février, la journée mondiale contre les mutilations, par exemple à Djibouti, d'où je viens, en Somalie, de toute façon, c'est un pays en guerre, donc il n'y a pas de sensibilisation, alors que les personnes qui sont en tête de mutilation et infibulation, c'est la Somalie. Il n'y a pas de sensibilisation. Si les personnes savaient
qu'il y ait un problème sanitaire lié à l'excision, je pense que l'excision allait reculer. Mais malheureusement, l'excision gagne du terrain et les personnes continuent à exciser en toute impunité parce qu'il n'y a pas de condamnation, il y a des codes pénals, mais jamais on a des personnes qui ont même des petites filles à l'excision ont été inquiétées. Donc, non, malheureusement, la sensibilisation ne se fait pas comme on devait le faire, comme les moyens est donné par rapport à l'Union européenne, mais malheureusement, ils donnent qu'au gouvernement, alors qu'il y a des petites associations de terrain qui pouvaient faire le travail, mais on ne leur donne pas les moyens nécessaires pour le faire. C'est toujours au gouvernement de distribuer et je pense qu'ils injectent l'argent ailleurs. Merci beaucoup, Samia. Fabienne, vous voulez apporter quelque chose? Oui, merci. Je voulais juste apporter un petit message d'espoir pour dire que dans les pays d'origine, il y a des choses qui bougent par rapport aux approches et le GAMS a été demandé par la GIZ et Elle Focus, donc qui travaille en Guinée, c'est la coopération allemande, comme soutien. Et maintenant, ils m'ont demandé de les aider à lancer une recherche-action avec comme porte d'entrée la question de la sexualité et justement du statut de la femme avec plus une approche genre et comment on travaille les masculinités positives et qu'on déconstruit tous les stéréotypes, comme disait Annick. Voilà, un homme n'a pas le droit de pleurer, un homme est fort, un homme, voilà. Et c'est des choses qu'on a travaillées au GAMS dans le groupe homme. Et on a vu qu'avec un groupe homme en non-mixité, comme on peut le faire en non-mixité avec des femmes, on a réussi à aller très, très loin dans le débat avec des hommes qui pleuraient à la fin en réalisant comment aussi ils avaient pu être violents avec leurs femmes ou on les avait socialisés de telle manière, Samia le disait aussi, mais lors de la première nuit de noces, en pays afar, quand la femme est infibulée, on force l'homme à déchirer sa femme, en fait. Donc, lui aussi, on le socialise à être violent, en fait, avec sa femme. Et donc, je trouvais ça très intéressant, cette approche où la Guinée, la GIZ et le ministère de la Santé disaient on a fait le tour de toutes les approches un peu traditionnelles. Alors, les leaders traditionnels, les leaders religieux, les ceci. Et on voit que finalement, 20 ans après, on est toujours avec 97% d'excision en Guinée. Et alors, j'espère qu'on va relever le défi. C'est quand même un défi. On nous a demandé dans une région de tester avec une recherche-action, de faire des groupes de parole, mais avec comme point de départ la question de déconstruction des stéréotypes, la question de la sexualité et en disant tout le monde a gagné, autant la femme et l'homme, d'être dans une sexualité épanouie. Alors, est-ce que la sexualité serait le point de départ de l'abandon de l'excision? Là, je ne sais pas, je suis sûre que ça inspire Sandrine. Sandrine qui nous écoute, c'est la sexologue, c'est ma vie. Je sais qu'on en discute souvent, mais ce serait chouette. Voilà. Juste un message d'espoir qu'il y a des choses qui bougent aussi dans les pays d'origine sur la manière de revoir les approches. Je pense que les GAMS, ça sera entendu parce que c'est un service neutre de l'extérieur, que les personnes qui, s'ils sont sur place, c'est toujours pointé du doigt. Donc, je pense qu'on peut changer les choses au niveau aussi international, au niveau des pays concernés. À un moment donné, je pense qu'on devait avoir les moyens financiers pour pouvoir retourner dans nos pays d'origine et de pouvoir sensibiliser les personnes parce qu'on ne peut pas nous contredire en disant non, ce n'est pas votre rôle de le faire. Nous, en tant que personnes concernées par ces problématiques-là, par ces fléaux-là, c'est à nous de changer, je pense, les mentalités. Tout à fait. Donc, on lance un appel à Enabel, la coopération belge, parce qu'on trouvait ça en disant c'est les Allemands qui viennent chercher le GAMS Belgique, mais on attend les Belges, Enabel, qui viennent trouver les ressources dans la diaspora qui est au niveau du GAMS. Merci beaucoup. Kadia, tu aimerais apporter quelque chose? Oui, je disais, pourquoi pas d'aller voir le ministre des Affaires étrangères, discuter avec elle, qu'on puisse faire l'expérience. Je pense qu'elle est demandeuse aussi, ils ont envie de faire quelque chose de ce domaine-là. Je sais qu'elle est très, très sensible de problématiques de la femme, quoi. Et donc, c'est à nous de faire un effort, faire un dossier, d'aller le présenter, voir si cette fois-ci, ils vont nous écouter.
Merci Kadia. Et juste pour revenir sur la thématique, parce que là, voilà, on est en train de parler de ce qui se passe dans les pays d'origine, mais pour revenir à la thématique du jour, juste pour dire qu'on est en perpétuel apprentissage, en fait, et que même au GAMS, alors qu'on est vu comme les spécialistes, et c'est vrai qu'on a une expertise forcément sur le sujet, on apprend aussi, comme disait Annick, toute situation, elle est unique. Et moi, je sais qu'à chaque consultation, chaque fois que je suis en face d'une famille avec des petites filles, j'apprends toujours des choses. En fait, les experts, ce sont les gens en face de nous, parce que c'est eux qui ont vécu et que si on a une écoute, bien, on apprend beaucoup en fait avec en face avec les gens. Et c'est pour ça qu'au GAMS, on a lancé une grande aussi, je dirais un grand chantier qui est de faire que toute l'équipe soit de plus en plus à l'aise avec les enfants. Et en fait, tout ce webinaire-là, il est pour vous, mais il est pour nous aussi. Toute cette série, parce qu'en discutant en équipe, on voyait que tout le monde n'était pas à l'aise. Alors, des collègues disaient, moi, avec les ados, ça va, mais avec les enfants de 8 ans, je ne suis pas du tout à l'aise. Ou une autre collègue, c'est l'inverse, qui disait, moi, les bébés, j'adore parler aux bébés, je parle aux bébés, mais un ado, je ne sais pas du tout comment l'appréhender. Et donc, on voyait qu'on n'avait pas tous la même aisance, en fait, à parler avec les enfants selon leur âge. Et donc, tous ces webinaires-là est fait pour les stratégies concertées, mais toute l'équipe du GAM s'en bénéficie aussi. Et c'est juste pour dire ça, que de se remettre en position humble d'apprentissage et que voilà, en étant bien les oreilles à l'écoute, on apprend des gens qui nous parlent en face de nous, en fait. Merci Fabienne, on va donc terminer. Est-ce qu'il y a encore des questions, Louise, ou je clôture? Non, il n'y a plus de questions. Merci. Bien, on va alors terminer sur les mots de Fabienne, comme quoi on est toujours dans un perpétuel apprentissage. Et donc, cet atelier, justement, nous a donné le temps de 2 heures de nous édifier justement sur la question du développement psychosexuel de l'enfant et l'excision. Donc, nous tenons justement à remercier Annick pour sa présentation. On remercie également Samia. On remercie à tous les participants et à toutes les participantes. Merci pour vos interventions, pour vos questions. Et n'hésitez pas, vous avez les ateliers, les précédents ateliers enregistrés qui sont disponibles sur notre site internet. Donc, allez-y, jetez un coup d'œil. Et nous relançons l'appel aux différents professionnels présents ici. Vous pouvez nous rejoindre au sein des stratégies concertées. Nous vous attendons. Et ça nous donnera justement l'occasion de pouvoir ensemble continuer. On vous attend patiemment. Tout à fait. Donc, en Wallonie, à Bruxelles, on est là, on vous attend. Louise et moi, on est vraiment dans une dynamique de redynamisation du réseau. Et donc, ce serait avec plaisir qu'on vous compterait parmi nos membres et mettre sur pied différentes activités comme celle-ci. Donc, je remercie tout le monde et on se dit à très bientôt pour le prochain atelier dans ce même cycle.